Moi, je vais vous faire un sujet. Je vous remercie. Je remercie déjà Crossler de soutenir la Société française de phlébologie, parce que si on est aussi, si on peut organiser ces congrès, c'est au soutien des industriels, dont Crossler et les autres sponsors que vous avez pu voir. Je vous incite à aller sur les différents stands. Je remercie ce symposium qui nous permet aussi de nous exprimer. Alors, comme l'a dit Serge, il n'y a pas de conflit d'intérêt, donc nous on est libre de dire ce que l'on a envie de dire aussi. Là, c'est un petit peu la vision une vision sur on a voulu traiter différents thèmes. Vous verrez ce que Nicolas abordera. Moi, c'était un petit peu l'histoire de la grosse varice. Alors, pour un peu la remettre par rapport à la réglementation, l'année dernière, il y a eu tout un chamboulement, et l'idée c'était d'être un petit peu dans cette continuité, mais de sortir de cette paranoïa dans laquelle on est arrivé, et puis de remettre un peu les choses à leur place. Parce que finalement, quand on est dans des congrès, quand on lit des articles, on vous parle souvent de très très grosses varices. Donc on voit des calibres absolument énormes, des 12, des 15, des 20. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme cet animal, je pense que vous le croisez pas souvent dans la rue. Et c'est comme la varice de 12, de 15, de 20, je ne suis pas persuadé que vous tous ici, vous en croisiez beaucoup dans vos cabinets. Et là, je vais me permettre de présenter en fait une étude qui a été faite sous la mandature de Claudine Hamel-Desnos, une étude de la Société française de phlébologie. Je vais commencer par ça, qui était l'étude Diagrave. Je voulais juste en parler parce que c'est important, parce que ça permet de recadrer un peu les choses par rapport à la sclérothérapie. Cette étude Diagrave, elle avait juste pour but mais en fait c'est quand même une étude qui a quand même été publiée dans l'European Journal Vascular and Endovascular Surgery en 2018, d'évaluer en fait les diamètres de la grande saphène dans la pratique phlébologique courante. Donc en fait c'est votre pratique à tous, avec des critères d'inclusion qui étaient relativement simples. On prenait toutes les grandes saphènes qui arrivaient dans les cabinets, avec des critères d'exclusion, tout simplement des veines qui avaient déjà été traitées, des syndromes post-traumatiques, des femmes enceintes, des patients qui ne pouvaient pas donner leur consentement. Finalement, l'idée c'était, on recueillait différentes données, des données démographiques, parce qu'on s'est rendu compte que on en avait assez peu finalement dans les études, en règle générale, en phlébo. On prenait le diamètre chez un patient debout, on regardait s'il y avait un reflux ou pas, parce que ça c'était plutôt important, et on prenait différents types de questionnaires aussi qui allaient avec, et ça nous permettait après d'établir une discussion. Alors, si on regarde bien, on a réussi à avoir 35 investigateurs, ce qui a permis d'inclure 2450 jambes, ce qui est quand même significatif, avec une moyenne d'âge à 52 ans, un BMI, un IMC à 25. Et on s'est rendu compte que finalement la plupart des patients étaient plutôt C1, C2, dont 69% étaient donc symptomatiques. Donc, globalement, voici la distribution qu'on a pu avoir. Les symptômes les plus fréquents, c'était les lourdeurs, les œdèmes, la peine, les compléments et la douleur. Mais ce qui est intéressant, c'est ce chiffre-là en fait. C'est de voir que quand vous aviez une grande veine saphène sur les 1245 patients, donc les plus de 2000 jambes, quand vous aviez un reflux en fait de la grande saphène, qui représentait 40% des patients, le diamètre moyen c'était 5,6. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, même de très important, je trouve, parce que finalement, au bout du compte, ça ramène un petit peu, je dirais, l'église au milieu du village, de se dire qu'au bout du compte, la grosse varice, c'est quelque chose que, oui, on peut rencontrer, mais que c'est pas la réalité du terrain. C'est peut-être la réalité de certains articles qui vont peut-être aussi avoir d'autres intérêts que de montrer des pratiques particulières, vouloir faire du show, ou de se dire que finalement il faut peut-être mieux utiliser d'autres techniques que la sclérothérapie, parce que vous le verrez pourquoi, mais au bout du compte on se rend compte que la moyenne elle est quand même pas si importante que ça, et que sans reflux finalement les diamètres sont relativement petits. Et puis si on regarde plus loin, c'est-à-dire que si on prend les diamètres plus importants, on va jusqu'à 8, on se rend compte que ça concerne 92% des patients inclus dans l'étude. Donc en gros, vous prenez toutes les veines jusqu'à 8 mm, vous avez quasiment presque 100% des patients. Donc autant dire que les veines qui sont de plus de 8 mm, c'est quasiment rien.
Alors je vous passe certains détails, parce qu'autrement on y passerait trop de temps. Et bien entendu, on se rend compte d'une chose, c'est que plus vous augmentez en diamètre, plus votre CEAP se dégrade, ce qui peut aussi, ce qui paraît aussi relativement logique. Et cette étude, en fait, je voulais vous la montrer, c'est une autre étude, c'est l'étude de Venermo qui fait qui fait référence, qui d'ailleurs a été utilisée, si je me souviens son nom, dans les recommandations les dernières de l'ESVS 2022. Elle vous montre quoi? Elle vous montre en fait les taux d'occlusion en fonction de la technique utilisée, en comparant la chirurgie, le laser et la sclérose. Et effectivement, on a le diamètre de 6 mm qui est le cutoff qui a été utilisé. Et ce cutoff, en fait, vous permet de vous dire que finalement, en utilisant la sclérothérapie, vous n'êtes pas si mal que ça. Au-delà de 6 mm, effectivement, vous avez des taux d'occlusion qui sont moins bons et que vous n'avez pas ni avec la chirurgie, ni avec le laser. Donc, si on reprend la conclusion de cette étude, qui est l'étude Diagrave, c'est que les très grands diamètres, finalement, sont quand même relativement très rares, et chez les patients qui ont des grandes saphènes qui sont incompétentes, et que si on a un traitement à réaliser, on peut... évidemment, il faut s'orienter vers les traitements endoveineux, mais que ce soit la mousse ou l'ablation thermique, et que ça doit être forcément considéré en premier, et que la place de la mousse, en fait, finalement, si vous voulez, on est d'accord que l'ablation thermique peut être réservée à un tronc-saphène, mais que la place de la mousse, c'est pas ridicule. Je défends pas spécifiquement cet aspect-là. Ce que je voulais simplement montrer ici, c'est que cette étude-là, faut pas l'oublier, et que si on la refaisait aujourd'hui, ou si on la refaisait dans un autre pays, je dirais comparable à celui de la France en termes de démographie, on aurait les mêmes résultats. On reprend le SVS. Finalement, le SVS, ils vous disent ils vous expliquent effectivement que la sclérothérapie peut être considérée si les diamètres sont inférieurs à 6 mm. Ce que je vous expliquais, en se basant, alors si on reprend après leur argumentaire, c'est l'étude effectivement de Venermo qui est reprise. Et quand vous reprenez en fait ce tableau qui est issu pareil de l'ESVS, vous voyez que sur les études utilisées et qui sont publiées supérieures à 5 ans, cette petite astérix, en fait, elle veut simplement dire pour les veines inférieures ou égales à 6 mm. Et en vous disant que au bout du compte, c'est pas les résultats sont pas si mauvais que ça. C'est pas la problématique en fait de se dire que on a rien. Mais là où je veux en venir, et ce que disait tout à l'heure, c'est toi qui disait que justement, en fait, là, si vous voulez, on est en train de parler des tronc-saphènes, des publications sur les tronc-saphènes, on en a des milliers, mais en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la pratique, et ça c'est pareil, si on revient sur notre pratique de tous les jours, les tronc-saphènes, c'est quoi? C'est 35% des veines qu'on traite. Il y a toute la partie non saphénienne, les troncs non saphènes, les veines non saphènes, c'est 65-70%. Il y a les récurrences aussi. Enfin, tout ça, c'est pas accessible je suis désolé, aux ablations. Alors oui, vous pouvez peut-être traiter des ablations des troncs saphènes, des récidives, avec un laser si elle est suffisamment rectiligne, mais vous n'allez pas forcément toujours pouvoir le faire. Et c'est là où, et d'ailleurs, les guidelines ne vont pas forcément vous encourager à le faire. Et puis, vous n'avez pas forcément spécifiquement non plus de remboursement sur ça. Mais, encore une fois, c'est là où la sclérothérapie va avoir toute sa place. Et si vous avez un suivi des patients qui est correctement fait dans le temps, sur une pathologie qui est chronique par définition, vous allez avoir là une énorme partie d'utilisation de la sclérothérapie. Donc, quoi qu'il en soit, cet outil-là... il est omniprésent, il sera toujours omniprésent dans la pratique de la phlébologie, on ne pourra pas faire sans. Alors si on prend la France, ce qu'on disait, c'est évidemment un pays qui sclérose. Alors là, les chiffres qu'on avance, 1,5 million d'injections, il faut savoir que ça, c'est le déclaratif, mais on ne prend pas du tout en considération l'esthétique, puisque l'esthétique n'est pas déclarée. Elle ne peut pas être dans les comptes des caisses, puisque comme si vous les déclarez à la caisse de sécurité sociale, ça va vous poser des problèmes et poser des problèmes aux patients. Là, c'est la répartition à peu près, la date entre le polydocanol entre les toxis et les fibres veines. Globalement, évidemment, on voit bien qu'en France, on utilise plus les toxis, mais on voit bien qu'on est un pays qui utilise énormément la sclérothérapie et on est un des premiers pays dans le monde qui l'utilise.
Alors, on a 2 agents sclérosants, donc vous l'avez vu, donc on a le sodium thiazosulfate à travers le fibrovène et le thrombovar, sachant que le fibrovène on peut le transformer en mousse, pas le thrombovar, et l'étoxy pour le polydocanol. Juste pour revenir sur les effets secondaires, je vais très rapide là-dessus. On reste sur des techniques qui restent sûres et efficaces. Enfin, si on veut extrapoler par rapport à la chirurgie des varices, quand on prend les taux de phlébite et d'embolie pulmonaire, on est sur des taux, alors c'est très variable d'une étude à l'autre, parce que si vous prenez les études prospectives, rétrospectives, vous n'allez pas avoir les mêmes taux, puisque dans une étude prospective, vous allez imposer l'échographie, alors que l'étude rétrospective, vous ne l'aurez pas forcément eu, puisque vous allez regarder ce qui s'est passé après. Mais bon, globalement, vous êtes sur des valeurs qui sont extrêmement faibles d'événements indésirables. Alors moi, je voulais juste revenir sur ce tableau qu'on nous a un peu envoyé, qu'on a embêté beaucoup. C'est notamment l'antécédent d'épisodes thromboemboliques que la NSM a remis à jour en disant en gros tous les patients qui ont fait une phlébite dans leur vie, vous les contre-indiquez à vie à la sclérothérapie. Ça a posé problème. Moi, là où je voulais en revenir, c'est que ça c'est problématique, parce que c'est très très problématique, surtout si votre patient effectivement il a une maladie variceuse qui évolue, qui a thrombosé sa varice, qui a déclenché une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire, vous le traitez comment? Vous allez l'envoyer au chirurgien pour qu'il se fasse traiter de ses varices, sachant que la chirurgie va avoir un taux de thrombose plus important en post-opératoire. C'est vrai qu'on tombe dans des aberrations pas possibles. C'est là où la deuxième mouture des Choosing-Wesley a permis de modifier les choses. Donc là, en gros, il y a eu 2 choses qui se sont passées. Ça a été de dire, surtout, vous traitez plus ces patients qui ont déjà fait des thromboses et des embolies pulmonaires, et vous ne faites plus d'ORA-MM. L'ORA-MM, ça c'est clair. Jusqu'ici, je reviendrai sur la fin là-dessus, l'ORA-MM, vous n'êtes pas supposé travailler ORA-MM. On peut pas, aujourd'hui, je suis désolé, on ne peut pas vous dire de travailler ORA-MM. Donc le polydocanol transformé en 0,5% mousse, on pourra en discuter après si vous voulez. Moi je ne peux pas vous dire de le faire. Il y a du travail à faire. Il y a une étude qui est en train de se monter en place pour justement que l'AMM puisse être mise en place. Il faut que les AMM soient en place pour pouvoir les utiliser. Après, vous pouvez utiliser tous les arguments que vous voulez. Dire que vous avez posé la question à tel et tel organisme ou à telle ou telle autre chose, je suis désolé. Si vous êtes hors AMM et que vous avez un problème, vous restez hors AMM. Moi, je voulais juste insister sur les Choosing-Wesley. C'est sûr que ça a beaucoup fait parler, parce que derrière, effectivement, on a mis des cut-offs qui ont choqué, oui, certes, effectivement, mettre du 1% dans une veine qui fait 4 mm, parce que c'était la seule concentration en forme de mousse qu'on pouvait utiliser, et du 1% étoxy, parce que du 1% fibrovène, je ne suis pas persuadé que ce soit très bon pour la veine, ou moins pour le patient, en termes de réaction inflammatoire. Et il y avait une chose qui a été rajoutée, qui a été de dire, non, désolé, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que la NSM a dit, c'est que finalement, si le patient a quand même des antécédents thromboemboliques, si vraiment on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas faire d'ablation thermique, et que on évalue le rapport bénéfice-risque, et l'échosclérothérapie peut être faite sous couvert d'une thromboprophylaxie. Ce document est un document qui n'est pas opposable, certes, mais là, c'est un document qui est fait avec l'ensemble des sociétés de médecine vasculaire, et ça permet d'avancer aussi. Donc moi, je suis autant de vous dire de faire de l'ORA-MM, non, hors de question, autant de vous dire qu'à un moment donné, on change nos habitudes sur la pratique qu'on a sur les patients par rapport à l'utilisation de la sclérose, et notamment l'évolutivité de la maladie veineuse, et qu'on dit à stop à tous les patients qui ont fait un épisode thrombotique dans leur vie. Non, ça devient aberrant, on ne peut plus travailler, on ne peut plus rien faire, dans ces cas-là on arrête tout. Et encore une fois, ça c'est pas possible. Donc là, il faut évaluer. Il y a un sujet sur justement le risk assessment, et on en a parlé déjà ce matin, on va continuer à en parler, comment on évalue le risque, et ça c'est un des sujets de ce congrès. Il faut savoir évaluer les risques, et ça c'est hyper important, et il y a des outils pour ça. Il y a des outils qui sont hyper précis, et je pense que c'est le but du congrès aussi, c'est de vous les donner ces outils. Et c'est ce qui a fait beaucoup parler, c'est ce
qui a été donné. Et encore une fois, les Choosing Wisely, elles n'ont pas imposé, elles n'ont pas dit vous ne pouvez pas faire autrement. Elles ont simplement dit que là, effectivement, vous faites de l'ESM dans l'AMM. Mais l'ESM dans l'AMM entre 0 et 4, effectivement, on risque d'être en surdosage. L'ESL avec un gros point d'interrogation, parce que si on reprend les recours européennes, l'ESL c'est quelque chose, l'échosclérothérapie liquide, qui vous ramène à un risque, c'est-à-dire vous ne voyez plus, c'est-à-dire vous n'avez plus l'option traceur, vous savez plus où vous injectez, donc vous vous retrouvez face au risque d'avant, c'est-à-dire j'injecte un produit que je ne vois pas, je ne sais pas où il est, ok, je vois peut-être une volute de quelque chose qui se passe dans la veine, mais je vois rien d'autre en fait, alors que la mousse, j'ai des bulles d'air et je sais ce que j'injecte. Bon voilà, donc c'est pour ça que c'est voué à bouger, mais il faut qu'on puisse bouger en termes d'AMM. Donc ça c'est ce qu'on avait proposé nous l'année dernière en termes d'algorithme et par rapport justement au C2, C6 qui nous intéresse. C'est sûr qu'on se retrouve dans ce champ-là, exactement, entre 3, 4, 4, 8, mais encore une fois, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est cette partie-là, mais encore une fois, d'abord, je vous le répète, les tronçaphènes, c'est une petite partie, les diamètres moyens à considérer, ce ne sont pas des diamètres qui sont ici, enfin dans cette partie-là. Les diamètres, ils sont plutôt dans cette partie-là. Donc, et vous ne traitez pas que des varices saphènes. Donc bref, on est dans un paradigme, c'est vrai qu'on a un traitement qui est, ce que disait Stéphane Travers, on a un recul phénoménal sur la sclérothérapie, donc en avoir peur, ça en devient ridicule. Si vous travaillez vraiment complètement avec voilà ce que je dis, une reproductibilité, une standardisation, vous êtes complètement dans les clous, vous travaillez avec l'AMM du pays dans lequel vous êtes, donc en France, on travaille avec l'AMM qui correspond. C'est une pratique qui correspond, je suis désolé, en termes de coût à une pathologie chronique. Vous ne faites pas un laser par an à vos patients, enfin c'est pas logique. Et ça nécessite une courbe d'apprentissage, c'est évident. Et si vous respectez encore une fois les guidelines, en toute logique, vous allez limiter les effets secondaires, et vous allez arriver vers les effets attendus. Donc là, c'est là où je vais passer la main à Nicolas qui va aborder ce sujet-là. Donc à nous de faire évoluer nos pratiques et c'est là où, effectivement, l'étude sur le 0,5% va avoir le jour et j'espère qu'on aura très vite des nouvelles, très vite des résultats. Il va falloir inclure, peut-être qu'on vous sollicitera, mais il faut que cette étude aboutisse pour qu'on puisse avoir cette AMM et parce que le 0,5% mousse, il nous a tous rendu service. Mais on était hors AMM et là maintenant il n'est plus question de l'utiliser pour l'instant. Mettons une parenthèse, mais ce n'est qu'une parenthèse. Merci à tous.